Bună seara, sunteți la Decriptaj. Sunt Ovidiu Nahoi. Se împlinește un an de la declanșarea de către Vladimir Putin a războiului de agresiune împotriva Ucrainei. Dincolo de dramatismul său, momentul a declanșat o serie de schimbări și evoluții care, altminteri, ar fi fost greu de întrevăzut într-un timp atât de scurt. Aș spune că, în multe privințe, primele bubuituri asupra capitalei ucrainene, Kiev, au însemnat și o trezire la realitate pentru Occident. Mulți decidenți occidentali au înțeles atunci cât de mult au greșit, crezând că pot face din Rusia lui Putin un partener predictibil și pașnic, atâta vreme cât afacerile profitabile de o parte și de alta mergeau înainte. Iată că nu a fost așa. Dimineața de 24 februarie a demonstrat că, de fapt, banii Occidentului au finanțat mașinăria criminală a Kremlinului. O mașinărie pe care Kremlinul s-a gândit să o pună împotriva lumii civilizate, negând dreptul Ucrainei la existență, respingând angajamentele de securitate postbelice și cerând NATO să părăsească întreaga Europa Centrală și de Est, care ar urma să intre din nou sub influența Moscovei. Acestea au fost planurile Kremlinului, care a crezut că are de-a face cu o lume liberă, egoistă și divizată. Nu a fost așa, spre marea lui surpriză. Occidentul a reacționat, sprijinul pentru Ucraina s-a dovedit esențial pentru rezistența bravului ei popor și iată astăzi Ucraina și Republica Moldova, de asemenea, sunt state candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Este doar un exemplu care ilustrează schimbările survenite în ultimul an. Și tot în acest context, iată, grupul nostru de presă, France Media Monde, a înființat o puternică redacție RFI în limba ucraineană pentru a ajuta la informarea corectă și imparțială a cetățenilor acestei țări și astfel pentru a contribui la drumul Ucrainei în Europa. Așa cum cândva, la începutul anilor 1990, tumultoși ani 1990, s-a întâmplat și cu RFI România. Astăzi, la un an de la declanșarea războiului, o am ca invitat la Decriptaj pe Caterina Trifonenko, redactora șef a RFI Ucraina. Katia, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue à RFI. Merci pour votre invitation. Merci parce que vous êtes ici à RFI Roumanie. Bienvenue à RFI Roumanie. Je vais commencer notre discussion en vous demandant qui étiez-vous avant 24 février, quand dans votre pays la vie était globalement normale. Je suis une journaliste et c'est ce que je fais toute ma vie. J'ai travaillé dans divers médias ukrainiens, en commençant par Radio Nationale de l'Ukraine, mais surtout c'était le télé. J'étais correspondant interne d'une chaîne grande ukrainienne à Bruxelles. Puis j'étais un chroniqueur international et juste avant la guerre, dans ma vie est apparu un projet qui me semblait très intéressant et très important et c'était aussi une nouvelle expérience pour moi. J'ai pris partie au lancement de l'émission du matin, c'était 2 heures en direct d'un nouveau chaîne télé. Nous avions des projets grandioses, mais malheureusement tout était chamboulé par l'invasion russe. Tout était bouleversé par l'invasion russe. Mais avant, la guerre était un événement auquel vous vous attendiez? Moi, personnellement, non. Mais beaucoup de personnes dans mon entourage ont pris cette menace en sérieux. Et surtout, c'était les personnes qui étaient déjà au front dans l'année 2014-2015, quand l'agression russe a commencé à Donbass. Dans la région de l'Est? Dans la région de l'Est. Et ils ont dit toujours que Poutine ne s'arrêterait jamais et il faut être préparé pour une grande guerre. Mais jusqu'à la fin, il m'a semblé que maximum que cela peut arriver, le pire que peut arriver, c'est une grave escalade dans le Donbass.
Je pensais que peut-être les Russes pourraient essayer de prendre le contrôle dans l'ensemble des régions de Donetsk et Lugansk, parce que avant cette invasion, ils ne contrôlaient qu'une part de cette région. Donc, je pensais que ça va aller comme ça. Mais pour moi, c'était même pas difficile, c'était impossible à imaginer que les Russes commenceraient une massacre assez sanglant, littéralement un massacre, au centre de l'Europe. Et pour aucun sens que pour les ambitions impériales de leur président. Donc, moi, je pensais que cette menace n'est pas vraiment si grave, mais aussi il faut imaginer l'atmosphère à Kiev cette période. Parce que de tout part, de tous médias, des radios, de télé, des réseaux sociaux, c'était toujours continuer une seule chose que cette offensive est inévitable. Biden dit que ça va commencer dans 4-8 heures, ça va commencer dans 96 heures. 100 000 des Russes près de votre frontière, 150 000 des Russes sont près de votre frontière. Et vous? Tout était aussi électrifié que possible, mais une seule question, tout le monde attendait que quelque chose va commencer, c'était évident. Mais juste question était question était d'échelle, de comment ça va continuer. Mais aussi, j'étais sûre que Poutine, il tiendrait compte au moins de la position de l'occidental. Parce que je pense qu'il n'oserait pas déclencher une guerre ouverte en Europe. Mais le jour du 24 février est venu, et même, les bombardements sur Kiev ont commencé. Exactement, mais un détail que c'était le soir, le 23 février. Moi et mes collègues, nous sommes rentrés chez nous après notre travail, et une de mes collègues m'a demandé, mais franchement, qu'est-ce que tu penses? Ça peut commencer ou non? Et je lui ai dit, non, bah vraiment, tu penses que les Russes vont bombarder Kiev comme dans les films de la Grande Guerre mondiale? Non, c'est impossible. Mais puis, commençait le matin de 24 février. Ça est devenu possible. Quels sont les souvenirs les plus forts de ce jour? Les plus forts souvenirs, tu sais, d'abord que pour moi personnellement, c'était très difficile à comprendre que toute notre vie intérieure est détruite et que le retour à la soirée de 23 février n'aurait jamais possible. Mais pour moi personnellement, le plus forte impression, c'était le son de signal d'alarme aérienne, parce que c'était la première fois dans ma vie que je l'ai entendu. Et puis l'autre, c'est le bruit d'un avion de chasse dans le ciel. Tu sais, maintenant, même quand je suis dans un environnement sûr, à Roumanie, quand j'entends un son de l'avion, ça m'inquiète parce que moi, j'attends toujours qu'après cette son d'avion, ira le son d'explosion. C'était au commencement de cette offensive. À Kiev, c'était les bombardements très graves et le souvenir le plus fort, c'est le son. C'est le son effrayant. Et ça reste aussi dans ma tête. Mémoire. Oui, ça reste toujours. Oh, c'est terrible. Mais vous êtes maintenant en Roumanie. Comment vous êtes-vous retrouvé en Roumanie? Comment ça a été? Ma histoire en Roumanie est liée directement avec RFI et particulièrement avec RFI Roumanie. Je suis ici parce que j'ai été invitée pour participer au développement de nouveaux projets. L'année dernière, RFI a décidé a vu l'évolution de la situation en Ukraine, il fallait une rédaction qui travaillerait en langue ukrainienne. Bien sûr, c'est un défi parce que pour commencer un travail pareil d'un zéro dans quelques mois, c'était un défi pour moi, c'est un défi pour toute notre équipe. Notre équipe, ce sont les journalistes ukrainiens. Mais je pense qu'on a réussi. Et peut-être ça va sembler un peu pathétique, mais c'est vrai. Moi, sincèrement, je crois dans ce que je vais dire, que pour nous, c'est une fantastique opportunité de continuer à faire du journalisme
de continuer à informer les gens qui restent toujours en Ukraine, les gens qui devaient partir à cause de la guerre, et aussi d'informer les Européens de ce qui se passe en Ukraine, de notre point de vue. Alors c'est un mix, et je pense que c'est un mix très important. Et votre famille, c'est resté en Ukraine ou c'est parti? Ma mère et mon fils, ils sont ici avec moi à Bucarest, mais mon père, il reste toujours à Kiev. Il peut sortir, il a déjà 60 ans, mais c'était son décision. Il est médecin et maintenant il pense que son travail... Qu'il peut t'aider là. Oui, que son travail est très important en Ukraine. En fait, quand c'était les batailles près de Kiev, il travaillait dans l'hôpital et il opérait les soldats blessés ukrainiens presque 24 pour 24. Maintenant, il continue de travailler, donc c'est comme ça. J'ai aussi beaucoup d'amis qui restent toujours à Kiev, qui n'ont jamais parti. Et la vie, comment c'était là sur la menace permanente? Vous voyez, les gens, ils peuvent s'habituer à n'importe quelle condition, c'est vrai. La vie continue, tout de même. Mais pour comprendre cette image, autre jour, j'ai envoyé à ma amie une photo de ville éclairée pendant la nuit. C'était une très belle photo de ville très éclairée. Et elle m'a répondu, ah, tu vois, j'ai même déjà oublié que c'est possible. Parce que maintenant, après ces 12 attaques aériennes russes, Ukraine, de temps en temps, reste en noir. Donc, c'est même une cette image de Bucarest éclairée, c'est quelque chose... c'est quelque chose qu'on a déjà oublié en Ukraine, que c'est possible, que c'est éclairation pendant la nuit. Parce que à Kiev, maintenant, tout est noir la nuit, à cause des problèmes d'électricité. Et les autres villes, c'est pareil. Mais les gens sont habitués, un peu habitués avec toutes les conditions. Oui, bien sûr, les gens qui restent en Ukraine, ils ont déjà habitué à vivre comme ça parce que la vie continue. De toute façon, c'est impossible tout le temps attendre le pire. Les gens font leur travail, les gens vivent leur vie. Bien sûr, parfois, c'est beaucoup plus compliqué qu'ici, mais quand même, ça continue. Mais vous attendiez, à ce que la guerre dure plus d'un an, déjà? Vous savez, faire les prédictions, c'est une tâche ingrate. Mais personnellement, moi, je pense que oui, la guerre va durer plus d'un an. Surtout si les choses continuent d'évoluer comme elles le sont actuellement. Ça pourrait même prendre encore plus de temps qu'un an. Vous voyez que les sanctions occidentales sont assez modérées. Ils n'ont pas tué l'économie russe, comme on l'avait dit au commencement de cette offensive. Aussi, la Russie a trouvé beaucoup de moyens comment éviter ces sanctions. La Russie a énormes ressources humaines. La Russie a énormes ressources d'armée et de capacité de continuer cette offensive. Alors, pour le moment, je pense que pour nous, c'est très difficile à résister. On va le faire tout le temps qu'il aura nécessaire, mais je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps qu'un an. Oui, mais le courage de votre peuple a impressionné le monde entier, mais peut-être encore le plus impressionnant, c'est l'esprit de l'unité de votre peuple, parce que nous savons que la société ukrainienne est divisée, politique, linguistique, géopolitique. Mais maintenant, on voit une très forte unité. D'où vient cette unité? Vous voyez que tout ce que vous avez énuméré, tous ces désaccords internes, c'était un petit peu artificiel à cause de l'influence russe. Parce que au commencement de l'effondrement de l'Union soviétique, la tâche principale de la Russie était que l'Ukraine reste toujours dans sa zone d'influence.
Donc, c'était le plus facile chemin pour les Russes de tenir l'Ukraine dans sa orbite. C'est de continuer de souligner, de réchauffer, de soutenir tous ces petits désaccords internes. Je dis petits parce que en fait, il n'y a pas grand-chose que nous sommes un grand État, nous sommes 40 millions. Là, et c'est normal qu'il y a des gens, grande. oui, c'est normal qu'il y a des gens qui ont des différents points de vue. Mais on a des gens qui veulent c'était la conséquence. l'Union européenne, ce sont des gens qui veulent avec les Russes. C'est une division très forte dans une société. C'est une division très forte, mais cette division est devenue encore beaucoup plus forte qu'elle était en fait, grâce à cette influence russe. Et tout, vous avez raison, parce que tout ça fonctionnait très bien pendant des années, même pendant des dizaines d'années. Mais il faut comprendre que les Ukrainiens, c'est n'importe quel ils vivent, quel point de vue sur la géopolitique ils ont, en fait, même quelle langue ils parlent. Quand la question s'est posée que nous avons un ennemi commun, que la Russie de Poutine qui veut littéralement détruire notre État et détruire nous comme une nation ukrainienne, bien sûr que nous n'avons pas une autre choix que unir et que battre pour notre identité, pour notre indépendance, pour notre État et pour aussi pour possibilité d'avoir un choix comment on peut vivre. C'est les choses bases, c'est les choses principales et c'est beaucoup plus fort que tous les désaccords internes. Est-ce qu'on peut parler un peu sur la Russie? Oui, bien sûr. Alors, quand vous étiez des enfants à l'école, par exemple, comment la Russie était perçue? Qu'est-ce qu'on apprenait à l'école sur la Russie, sur les relations de la Russie avec la Russie, sur l'Union soviétique? Quand j'étais en école, en fait, l'influence de Russie était énorme en Ukraine. Mais ce temps-là, moi, personnellement, et beaucoup d'autres gens, bien sûr, n'ont jamais pensé de ça. C'était un entourage. Vous savez, c'était comme l'air. C'était comme l'air, oui. Parce que tout le monde savait parler russe, tout le monde comprend russe, et personne n'a pas eu aucun problème avec ça. Tout le monde a vu la télévision russe, écoutait les représentateurs russes, lisait les livres en russe. Par exemple, quand j'étais en école, nous avons un problème avec des manuels en ukrainien. Donc, par exemple, c'était les maths ou quelque chose comme ça. Moi, je devais apprendre en russe parce que nous n'avons pas encore les manuels en ukrainien. C'était déjà longtemps maintenant, c'est beaucoup amélioré, mais en fait, c'était comme ça. Et tout ça, c'était les parties de cette influence et de ce que j'avais déjà dit, de cet désir énorme des Russes que l'Ukraine reste toujours dans sa zone d'influence. Et après 2014, tout s'est changé. Vous savez que mais comment a évolué cette approche sur la Russie? Toutes ces choses qui circulaient dans l'espace depuis des années, bien sûr que ne pouvaient pas disparaître comme ça d'un coup, même après 2014. Mais bien sûr, c'était un point après lequel beaucoup d'Ukrainiens ont compris que comment ça veut dire que Poutine très souvent aime dire que nous sommes un même peuple, nous sommes venus d'un même pays, d'une même histoire et tous ces trucs-là. Et alors après le 2014,
après l'annexion de Crimée, après le commencement d'offensive à l'Est, beaucoup d'Ukrainiens, tout le monde, nous avons compris ça et avant. Mais ce moment-là, on a compris que non, c'est fini. On doit séparer de cette idée, de cette narrative russe. Et ce moment-là, beaucoup de gens commençaient, par exemple, à parler ukrainien dans leur vie quotidienne, même si c'était plus ou moins difficile pour eux. Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout dans les régions d'Est et du Sud de l'Ukraine, où ils ont habitué à parler russe. C'était même pas une question idéologique. Oui. C'était juste une habitude depuis des années. Mais après 2014, oui, ça a changé beaucoup de choses. Mais bien sûr qu'un énorme changement ont devenu après 24 février. Depuis ce temps, on a fait beaucoup de choses. C'est commencé un processus de russification. Par exemple, on avait renommé les rues qui portaient le nom des personnalités soviétiques ou russes. C'était très populaire en Ukraine. Bien sûr qu'on pense. Maintenant, je pense que presque dans toutes les grandes villes ukrainiennes, les gens commencent à parler en ukrainien, lire en ukrainien. C'est un changement dans la mentalité, c'est un changement dans les pensées. Et vous savez que, comme on dit en Ukraine, c'est ironique bien sûr, mais il y a une part de vérité dans cette ironie que personne n'a autant fait pour l'ukrainisation de l'Ukraine que Poutine avec son offensive. Et maintenant, vous êtes en pleine guerre, mais ce sont des voix qui disent qu'il ne faut pas aider l'Ukraine avec des armes, car alors la guerre continuera et nous n'aurons pas la paix. Comment on peut répondre à cette approche? Je pense que les gens qui disent des choses pareilles, ils confondent un peu la cause et l'effet. Parce que la guerre n'a pas commencé pour les raisons que les armées étaient remises à l'Ukraine. Au contraire, la guerre a commencé parce que Poutine considérait que l'Ukraine est assez faible et ne peut pas résister. Alors, maintenant, pour moi, c'est absolument évident que pour finir cette guerre, l'Ukraine doit recevoir toutes les armées qu'elle demande au pays occidental. C'est une seule voie par l'armée envers le paix. On n'a pas d'autre possibilité. Et aussi, il faut comprendre que l'Ukraine maintenant, c'est pas seulement la guerre de notre territoire. L'Ukraine ne défend pas seulement que son État, seulement que l'Ukraine. En fait, l'Ukraine, ça défend aussi les valeurs bases de l'Europe, les valeurs bases du monde occidental. Et il faut comprendre que si nous ne gagnerons pas dans cette guerre, c'était une sorte de signal pour les autres régimes non démocratiques, Iran, Chine, il y a plein dans le monde, et pour eux, ce sera un signe que vous pouvez, par votre force, faire tout ce que vous voulez, et vous n'aurez pas la réponse. Donc, l'armée, peut-être c'est un paradoxe, mais c'est fait. L'armée, maintenant, c'est une seule voie envers la paix. La paix, c'est un mot maintenant très difficile à prononcer quand on voit qu'est-ce qui se passe là. Mais vous pensez à la paix? Bien sûr. Comme tous les Ukrainiens, je pense et j'espère qu'on le plus vite possible, on vivra dans la condition de paix, mais comment la société ukrainienne voit-elle la paix? Les conditions pour la paix? Pour l'Ukraine, la paix stable, impossible sans la défaite de la Russie. Ça c'est quoi? Parce défaite, on a beaucoup de possibilités de défaite. Défaite militaire. Militaire. Défaite militaire de Russie.
aussi, la voie de la diplomatie ne s'ouvre qu'après l'entrée de l'Ukraine dans ses frontières de 1991. Notre président, je pense que vous êtes au courant, il a annoncé son formule pour la paix. En 10 points. C'était, oui, en 10 points, c'était au sommet de Grand 20 à l'Indonésie. Ça inclut la sécurité nucléaire, sécurité énergétique, sécurité alimentaire, mais aussi la création d'un tribunal pour les responsables d'agression en Ukraine. Autant que je sache que les partenaires ukrainiens en Occident sont tout à fait prêts à soutenir l'Ukraine à ces conditions, mais je répète et je souligne que toute négociation n'est possible qu'après la défaite de la Russie. Parce que s'il n'y aura pas cette défaite militaire, nous risquons d'avoir un conflit qui couvre, comme c'était après le 2014. Ça donne à la Russie la possibilité de renforcer ses forces et de recommencer encore une fois une guerre pareille. Et la société ukrainienne qui est menacée, mais qui a souffert beaucoup de pertes humaines, beaucoup de souffrances là. Comment pensez-vous que la société ukrainienne peut revenir après toute cette perte humaine, après toute cette tragédie humaine, après toutes les atrocités commises par les armées russes? C'est une question très difficile, très douloureuse. Franchement, je n'ai pas une réponse parce que je suis sûre que pour l'Ukraine, ces blessures guériront pendant très très longtemps. Et sur le plan personnel, pour les gens qui ont survécu cette expérience terrible, et aussi pour le pays tout entier. Ce que me semble que peut-être la solution consiste à comprendre clairement qu'après un crime, toujours va une peine. Ça veut dire que le travail précis des mécanismes de droit international, de création d'un tribunal international, devant lequel comparaîtront tous et les organisateurs et les auteurs de ces crimes, peut-être c'est un des moyens qui peut aider à l'Ukraine de survivre cette période. Mais c'est bien sûr une question très, très douloureuse pour nous tous. Et vous êtes maintenant à Bucarest. Bon, ici, l'accommodation, c'était difficile ou pas? Pour moi, c'était très facile. J'aime bien Roumanie et Bucarest. C'est pour moi une ville avec une atmosphère vraiment fantastique. Donc pour moi, c'était très facile. Mais avez-vous rencontré des préjugés sur les Ukrainiens, des opinions erronées sur l'Ukraine, les Ukrainiens ici en Roumanie? Non, ni moi, ni mes collègues. Jamais rien vécu tel ici. En Roumanie. Au contraire, le niveau de soutien et d'empathie envers les Ukrainiens dont la Roumanie fournit me semble vraiment fantastique. Et je suis très reconnaissant aux Roumains et aux Roumanie pour telle attitude et pour leur disponibilité à nous aider dans cette période extrêmement difficile. Que doivent savoir les Roumains sur les Ukrainiens et qu'ils ne savent pas? Ce que devait se voir, mais il y a des choses évidentes que nous sommes les amis, nous sommes les partenaires, nous sommes les alliés, nous sommes aussi les voisins. Et je pense que du niveau des participations dont fait preuve la Roumanie vis-à-vis du peuple de l'Ukraine, nous sommes très bons voisins. L'Ukraine espère vraiment autrefois faire partie de l'Union européenne et je pense que cela pourra aussi renforcer notre lien et ouvrir nous la voie de coopération bénéfique. Je sais qu'en Roumanie, il y a eu une discussion sur la loi ukrainienne sur les minorités. Mais sans entrer dans les détails, je tiens à souligner que l'Ukraine respecte et protège tous les gens qui habitent dans le territoire d'Ukraine
Et il en sera toujours ainsi. Et quelle est votre perspective sur votre pays dans un an? Moi, j'espère bien que dans un an, on ne va pas parler de la seconde anniversaire de l'offensive russe en Ukraine. J'espère que dans un an, on pourrait parler de rénovation de l'Ukraine après que l'Ukraine gagne dans cette guerre. Katia, merci pour votre visite ici à RFI Roumanie. Merci beaucoup.